Moi je suis Jean-Marie Sellette, responsable du programme de transition numérique des TPE-PME pour ADN Ouest, donc depuis 4 ans comme je le disais. ADN Ouest c'est une association d'experts du numérique, donc on a 600 adhérents avec différents collèges, donc notamment des prestataires mais aussi des écoles et aussi des DSI, donc c'est plutôt des professionnels qui ont une grande maturité numérique, même si le spectre est très large. Et donc comment on fait vivre l'association, c'est principalement à travers des communautés. Donc là je vous ai mis le lien de l'agenda. Donc c'est des rendez-vous qui sont en physique ou en webinaire de plus en plus, hein, on a pris l'habitude. Et donc ça c'est vraiment la partie de nos adhérents. Et à côté de ça, ADN Ouest a été identifié par la région Pays de la Loire comme un interlocuteur pour pouvoir aussi donner les clés de la transformation numérique aux TPE-PME. Et donc on est financé par la région Nantes Métropole, par la région également Nantes Métropole, puisque c'est des enjeux aussi à la fin d'emploi, d'arriver à réaliser sa transformation numérique. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de faire le premier événement physique à Laval sur un sujet en plus que je ne connais pas encore, le no-code. On a fait également un webinaire sur le numérique responsable qui est en ligne. Donc on essaye aussi d'adresser là depuis 2 ans ce sujet qui est de plus en plus structurant. C'est que c'est important de se développer, mais aussi de se développer de manière durable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On en a déjà parlé un petit peu avant. Avant, je faisais 40 événements en physique avant la pandémie. Là, on est passé à une vingtaine sur toute la région. Et c'est vrai qu'avant, on me demandait plutôt des choses type CRM, ERP. Et là, on voit qu'il y a des nouveaux besoins. Donc, on en parlait tout à l'heure, notamment la partie cybersécurité, parce que les façons de travailler ont évolué. Et puis aussi, besoin de structurer des process. Et là, on voit que le no-code est peut-être une des solutions. Voilà. Donc, merci d'être présent. Et Aymeric, je te laisse la main. Je te laisse juste te présenter. Ah oui. Oui. Céline. Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je viens de Nantes. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'innovation et la technologie. Et j'ai découvert le no-code il y a 4 ans à l'occasion de l'organisation d'un événement qui s'appelle Festival Web Today. Je cherchais un outil pour m'aider dans la gestion d'une grande masse de données. Et j'ai découvert Airtable et je suis tombée dedans maintenant à pieds joints et c'est mon quotidien. Et je vous présenterai tout à l'heure une solution de recrutement entièrement avec l'outil Airtable. Merci Céline. Merci. Du coup, moi c'est Aymeric Demotion, je suis le cofondateur de la société Datapix. Et aujourd'hui, donc Datapix, on est une agence no-code en France. Enfin, en France, surtout à Nantes pour le moment. On est client au niveau international. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer déjà, vous évangéliser qu'est-ce que le no-code, vous montrer un petit peu le panorama, vous expliquer d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et puis après, je vous montrerai des cas clients qui sont focus sur une technologie qui s'appelle Glide, vous allez beaucoup en entendre parler. Et puis entrecoupé, il y aura Céline qui nous montrera Airtable. Si vous voulez, vous pouvez flasher ce QR code ou aller sur l'URL quiz.datapix.fr. Vous l'aurez aussi sur la slide d'après si vous n'avez pas eu le temps de flasher. L'idée c'est que un petit quiz à la fin pour activer les questions si nécessaire. Je vous laisse une seconde. Donc, ceux qui regarderont la vidéo après, ceux qui regarderont la vidéo après ne pourront pas le faire parce que c'est moi qui ai une télécommande pour gérer les quiz en direct sur tous vos téléphones. Voilà. Vous avez le QR code qui est encore en haut, autrement c'est quiz.datapix.fr. Du coup, pour commencer, on va vous proposer une définition du no-code. C'est notre définition, c'est nous qui l'avons défini. Il y a mille et une façons de le définir. En fait, nous, ce qu'on considère, c'est que le no-code, c'est un ensemble d'outils qui sont en ligne. Donc, c'est vraiment des logiciels qui sont en ligne et qui permettent via une interface visuelle de faire de ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Donc, concrètement, vous imaginez des briques de Lego. Ces briques de Lego, elles sont devant vous. Vous les organisez et elles sont de différentes couleurs. Et quand vous cliquez sur une brique de Lego, il va se passer des choses. Nous, on va programmer de ça. Autant la forme de la brique de Lego que quand on clique sur la brique, qu'est-ce qui se passe derrière. Ça va nous permettre de pouvoir développer différents types d'outils. Aujourd'hui, ça peut être développer des applications, ça peut être des sites internet, ça peut être des marketplaces, il y a beaucoup d'outils. Aujourd'hui, si vous allez regarder des vidéos YouTube, on vous fera souvent faire une marketplace. Et tout ça, on le fait sans écrire une ligne de code. Ça, c'est la base, et c'est un outil qui va être fonctionnel. La réalité, c'est qu'en général,
et que ce soit les outils que j'utilise, mais aussi l'outil que vous présentera Ceinter, il y a toujours un petit peu de code, on rajoute souvent des petits codes pour pouvoir arriver à des choses qui sont sur mesure et qu'on va pouvoir ajuster parce que va falloir faire une connexion avec un outil ou parce qu'il va falloir ajouter quelque chose qui n'est pas natif dans l'outil. Une grosse particularité de tous ces outils, c'est que c'est une vraie constellation et qu'ils sont tous connectés les uns entre eux. Là où vous utilisez sûrement des outils assez traditionnels peut-être avant, c'est des outils qui sont propriétaires. Ils veulent garder la donnée au sein de leur outil et ils ne vous proposent pas de connexion avec d'autres outils via de l'API. Là, ce qu'on va faire, c'est que en fait, chaque outil va avoir des particularités. Et par exemple, vous me dites, je veux faire du paiement, mais je veux aussi avoir de la gamification. Et je vais aller chercher une brique d'outils qui fait du paiement. Pour être honnête, en général, c'est Stripe, si vous connaissez. Et pour faire de la gamification, là, je vais peut-être pouvoir le faire directement dans mon builder, donc dans l'outil qui me permet de pouvoir créer la page, créer l'application. Pareil, si j'ai besoin d'aller chez une map, je vais chercher, potentiellement, je vais chercher un composant ou je vais chercher directement du Google Maps. Qu'est-ce que ça permet le no-code? Quelle est la puissance du no-code? On a identifié 3 grandes briques. La première grande brique, c'est la performance. Parce que quand on développe en no-code, on compare ça par rapport à un développement qui est traditionnel, donc en code, et on estime qu'on est entre 3 et 5 fois plus rapide qu'un développement traditionnel. Et ça, c'est vraiment, vraiment la force. Et c'est ce qui va faire aussi que les produits, derrière, du coup, on est beaucoup plus compétitifs. Donc on a des budgets qui sont moins élevés. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on aura toujours cette phase de spécification du besoin, d'accompagnement du client. Et ça restera toujours, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de méthodologie pour pouvoir bypasser, et je pense que ça restera. Mais par contre, sur la phase de développement, là où on était sur des développements, alors on va prendre un schéma un peu grossier, mais de 3-4 mois, aujourd'hui, nos cycles de développement, c'est à peu près 1 mois. Voilà, donc là je parle de l'application, Céline, tu pourras peut-être avoir des éléments complémentaires là-dessus. Sur la partie agilité aussi, on va pouvoir avoir des cycles itératifs qui sont beaucoup plus rapides. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des premières briques, vérifier que les utilisateurs utilisent bien très rapidement. On va pouvoir aussi ajuster très rapidement et donc du coup on va passer sur des cycles qui sont beaucoup plus rapides et une évolution continue. Ça c'est un gros avantage parce que maintenant nous, quand on vend nos projets, on va vraiment sur un scope fonctionnel qui est vraiment réduit pour pouvoir valider que tout le monde utilise la fonctionnalité. Parce que le risque, vraiment, c'est qu'on développe des produits et il n'y a personne qui les utilise parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout adaptés. C'est déjà arrivé ça? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et ça, on ne fait pas de compromis quand on développe un outil en no-code. C'est qu'avec le no-code, on peut faire du sur-mesure. On a des contraintes. Mais travailler sur contrainte aussi, c'est aussi des avantages. Mais tout dépend de l'outil qu'on va utiliser. Les outils qui mettent beaucoup de contraintes, il y en a d'autres qui ont beaucoup moins de contraintes. Mais ça n'empêche pas de faire du sur-mesure et c'est bien l'avantage. Par rapport aux différents services qu'on peut attribuer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les outils no-code, ils sont en train de pénétrer tous les départements des entreprises. Autant des départements de la communication qui vont faire des applications pour gérer des événements et puis pour valider le nombre de personnes qui sont présentes, mais aussi des applications pour faire de la logistique. On a eu un cas récent d'une entreprise qui a mis en place un drive et qui a fait, avec un outil no-code, et qui a fait 4 millions de chiffres d'affaires là-dessus. Pareil, il y a un département de la sécurité, une personne qui est en charge de la sécurité au travail, qui a mis une application en place dans le monde du BTP et en fait qui a permis aux employés de pouvoir identifier, si les employés respectaient les normes de sécurité, lier ça à des rémunérations en salaire, et pareil, ils ont amélioré la sécurité au travail. Donc aujourd'hui, en fait, il faut vraiment rentrer par là où sont vos problématiques, essayer de comprendre comment on peut les résoudre, qu'est-ce qui ferait que ces problématiques elles ne seraient plus présentes, et derrière potentiellement mettre des outils. Alors tous les outils ne répondent pas à tout, mais ça peut aussi faciliter. Ça c'est une slide pour vous montrer un petit peu les différents types d'outils. Donc on les a catégorisés par grande famille. Je ne vais pas rentrer dans toutes les familles, et ce que je veux vous donner comme idée, c'est que vous donnez surtout les premières. Il y a une grande famille qui va être les applications, donc duquel vous allez retrouver du Glide, du WeWeb, du Youdoo, du Bubble aussi qui est très connu. Je l'ai pas mis là parce que on entend beaucoup parler de Bubble tout le temps. C'est aussi intéressant de montrer qu'il y a une variété. Des outils d'automatisation.
qui vont vous permettre de pouvoir connecter 12 outils, là où dès que vous avez du copier-coller, là où vous avez des tâches avec peu de valeur ajoutée, sûrement vous pourrez les automatiser. Les outils de productivité, mais aussi de base de données, donc Airtable, j'en dis pas plus, c'est un petit teasing. Notion qui est vraiment un outil assez révolutionnaire pour organiser son entreprise. Nous on intègre la suite Google dans les outils no-code, low-code. Donc le low-code, c'est on met du code, mais c'est vraiment juste des briques fonctionnelles qui vont se compléter avec du no-code. Et l'intérêt, c'est que par exemple, on va pouvoir aller mettre ce qu'on appelle de l'app script dans des fichiers Google Sheet et qui vont aller interagir avec directement des applications en automatisé. Je vous donne un exemple. Eric, oui. On n'a pas précisé, est-ce qu'on pourra envoyer le support? Oui, on pourra envoyer le support avec grand plaisir. Et donc du coup l'AppScript va vous permettre de pouvoir récupérer par exemple de l'information en temps réel sur des pages internet. Vous avez des outils aussi qui permettent de faire ce qu'on appelle des landing pages, enfin, des pages d'accueil qui sont très performants. Et puis plein d'autres outils qui vont aller, c'est d'autres briques fonctionnelles. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la chance parce qu'en France, on a des outils français qui sont no-code. Et ça c'est quand même super parce que c'est une force. Le marché français il est super dynamique. Je vous en ai mis trois qui sont les principaux français et qui ont beaucoup de visibilité et qui sont aussi très efficaces. Le premier c'est WeWeb. WeWeb c'est un outil qui vous permet de pouvoir faire autant de la landing page, donc de la page d'accueil, qui va être un outil qui va être très proche de Webflow pour ceux qui connaissent, qui est un outil qui est aussi très puissant. L'avantage c'est que vous allez pouvoir faire de la web application. Donc vous allez pouvoir faire une application qui va vous permettre de faire du suivi, qui va vous permettre de pouvoir gérer votre organisation d'un point de vue RH, faire créer un CRM. Sa particularité c'est que cet outil il va être que sur du front, donc on va pouvoir faire que de la modélisation visuelle, créer des workflows directement dans l'outil. Et après, votre base de données, donc vos données, elles peuvent être réparties à différents endroits. Donc ça peut être un Google Sheet, ça peut être aller taper via une API dans une API publique, donc gouvernementale. Ça peut être, ça peut être très très ouvert. C'est vous qui choisissez la source de données. Le deuxième outil, c'est Udo. Donc c'est un outil qui est vendéen. À l'origine, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus déployé. C'est un outil qui est très puissant parce que pour le coup c'est un des outils no-code qui est le plus complexe mais qui va permettre de pouvoir aller vraiment dans les cœurs d'entreprises, donc aller s'adresser à des grands groupes. Je vous donne un exemple. Eux comme client par exemple ils ont une blanchisserie. Dans cette blanchisserie il y a des vestes de travail qui passent. Il y a un petit flasher qui flash les vestes qui passent une fois qu'elles arrivent en bout de chaîne et toute cette donnée va être collectée et toute l'interface qu'il va y avoir pour la personne qui gère en interne son entreprise mais aussi les différents clients, et ben, ça va être géré dans Udo et ils vont pouvoir savoir quand les vêtements sont disponibles lui va pouvoir, le gestionnaire de l'entreprise va pouvoir voir aussi la productivité sur les chaînes de lavage. Et le dernier c'est un outil qui s'appelle Xar. Ça c'est un outil qui est assez révolutionnaire aussi, qui est plutôt récent et qui lui va vous permettre de pouvoir créer des outils no-code par rapport aux personas. Si c'est pas super clair pour vous, les personas, c'est en gros d'une personne à l'autre, vous allez avoir des usages qui sont différents et ce qu'on appelle un persona. On va identifier les contours de ce persona. Et derrière vous allez pouvoir créer des parcours utilisateurs par rapport à ces personas qui vont aller compléter une base de données et après vous pourrez exploiter cette donnée. Donc voilà, je voulais faire un focus sur ces outils français parce que Cocorico, on a de la chance, tous les pays français, tous les pays du monde n'ont pas cette chance là que vous ayez bien conscience aussi d'un point de vue no-code, je vais vous donner deux stats. La première stat c'est que Bubble, aujourd'hui on est le 5e pays utilisateur de cette solution. Et Glide, vous verrez des exemples un peu plus tard, on est le 3e pays. Donc on a une vraie grosse place en tant qu'acteur dans le monde sur l'utilisation de ces outils. Et la région est bien positionnée parce que le premier meet-up no-code de France, il a eu à Nantes il y a 3 ou 4 ans. On était 5. Et juste après Covid, on était 55, donc c'était vraiment développé et je vous montrerai un petit peu après, on en parlera un petit peu plus, mais je vous donnerai une feuille de route. Émeric, dans les outils français, tu as raison d'appuyer ce point. Il y a aussi TimeTonic, et TimeTonic, ouais. Qui est une alternative à Airtable, qui est une alternative française. Ok, oui, tu as raison, tu fais bien de le préciser. Là l'idée c'est de pouvoir vous donner un peu une feuille opérationnelle de j'ai une problématique, quel outil je vais utiliser. C'est des outils que nous on a utilisés. Tous ces outils ils ont été utilisés dans le cadre professionnel, donc
En mettant ces outils-là en place, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose qui va se casser, qui ne va pas fonctionner. Le premier outil, c'est Doric. C'est un outil qui vient du Bangladesh, qui vous permet de pouvoir faire des landing pages. Maintenant, vous pouvez même le connecter à Airtable. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé dans ce cadre-là. C'est un outil qui est très puissant. Alors, notre site internet est fait sur Doric. C'est pas le plus beau, mais il y a des gens qui font des choses beaucoup plus belles. Les cordonniers ne sont pas les mieux chaussés, mais c'est un outil qui est très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est $52 de facturation annuelle, hébergement compris. Donc c'est vraiment, enfin voilà, on dit que les outils no-code c'est souvent cher, là c'est vraiment pas cher et c'est très performant, en tout cas on peut faire des choses super avec. Le deuxième outil c'est Glide, donc c'est un outil américain. Cet outil c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir faire des web applications mobiles. Donc ils ont créé un produit comme ça à l'origine. Je vous montrerai après un autre cas où maintenant ils ont lancé un outil qui s'appelle Glide Pages et qui permet de pouvoir faire des petits CRM et qui est un outil qui est très très performant. Nous on a basé le développement de notre entreprise sur Glide. Je rentre pas plus dans le détail parce que vous verrez des cas concrets. Airtable, voilà l'interface, mais vous la verrez mieux après. Après, vous avez un outil qui s'appelle Software, qui est vraiment un outil qui est adapté pour faire ce qu'on appelle des directories. Donc, vous voulez afficher toutes les personnes dans votre entreprise, leurs informations. Vous pourrez mettre ça directement connecté à un Airtable et avoir l'image, le contact, le numéro de téléphone. Mais ça peut aussi marcher pour faire une marketplace ou pour faire un petit e-commerce. C'est très très utile et ça fonctionne très bien. Et enfin, un dernier outil qui s'appelle Make, qui va vous permettre de pouvoir faire des automatisations. Ça, l'intérêt, c'est que voilà, vous oubliez tout ce qui est copier-coller, toute la recopie de données, ça va être vraiment super utile. On peut aller faire des choses qui sont très complexes avec, on peut faire des workflows qui sont très simples, mais on peut aller faire des choses qui sont très complexes. Là, je pense que si vous avez cette stack d'outils, donc ces différents outils, vous pourrez faire quasiment tout ce que vous voulez faire. Oula, hop. Avant de rentrer dans la démo, je vous ai fait un petit parcours sur le meilleur chemin à suivre pour pouvoir s'acculturer au no-code, pour pouvoir découvrir le no-code. La conférence du jour, merci d'être là, c'est gentil, je pense que c'est un bon point de départ si vous ne connaissez pas. Ensuite, vous avez un Slack qui s'appelle No Code France. Je vous ai pas le nombre qu'on est dessus parce que ça sera des questions après. Et voilà, qui est très dynamique. L'idée, c'est que vous avez une question, vous avez une problématique, vous pourrez trouver des réponses. Vous pourrez, enfin voilà, il y a une vraie solidarité entre tous les membres pour pouvoir s'entraîner. Ensuite, il y a No Code Nantes qui est en train de se développer parce que voilà, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Je pense que notre région, on a une place à prendre là-dessus. On sait qu'on est une région très tech, vous êtes très connu pour tout ce qui est réalité augmentée, mais je pense qu'il y a pas mal de choses aussi au niveau de la région sur le no-code à faire. Ensuite, il y a l'événement du Web Today qui a lieu à Nantes et qui va avoir une grosse verticale sur le no-code. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a des super experts qui viennent, il y a des outils qui viennent, notamment Mec sera là. C'est quelle date C'est le, je dirais peut-être des 1-2-3 juin. 1-2-3 juin, merci. Et il y aura un stand No Code France. Et il y aura un stand No Code France. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir venir, c'est, je pense, une très belle opportunité. Et puis après, peut-être rentrer un peu plus dans le concret, donc identifier les outils que vous utilisez en fonction de vos problématiques. Commencez à vous former, il y a plein de contenus partout sur le web, si vous voulez vous former. Le Slack vous accompagnera si vous avez un petit blocage. Tous les experts de France sont sur Slack et les patrons de boîtes no-code sont aussi sur ce Slack. Donc si vous avez un problème, une fonctionnalité qui n'est pas disponible, vous pourrez les interpeller. Lancez votre V0, itérez, et puis si vous êtes bloqué, après vous faites appel à des experts, mais ça peut être à tout niveau, même d'un point de vue personnel, j'utilise du no-code, donc ça peut vous intéresser. Et avant de commencer, petit bonus, si vous voulez vous mettre un no-code, je ne suis pas sponsorisé par Secret, mais en fait vous pouvez aller récupérer des crédits, des perks comme on dit, pour pouvoir avoir des financements. Enfin, en gros vous payez, je crois que c'est $99 de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, par exemple, si vous voulez installer Notion, Airtable, si vous avez des crédits de $1000 qui sont derrière, qui sont offerts pour pouvoir tester l'outil. Donc ça va permettre de pouvoir se mettre en sécurité et de pouvoir tester dans son entreprise. Hop, petite transition. Je me mets un petit timing parce que j'ai 15 minutes. Très bien. Hop. Alors, je vais te piquer une chaise. Vous avez pas de questions jusqu'ici? Non, vas-y, prends-la. C'était clair. Moi, je veux savoir, No Code Nantes, du coup, c'est une association, c'est Alors, on n'est pas encore sous forme d'association. Pour l'instant, c'est une communauté. On est au stade de communauté. No Code France vient de se... sur Meetup.
concrètement On a fait des meet-up. On Ah a non, fait des meet-up, on fait divers formats, on réunit on va faire de l'événementiel à la fois pour le grand public, pour que les gens découvrent les outils, mais on a une partie aussi rencontre entre des utilisateurs plutôt avancés ou des gens très passionnés, où là on est dans un petit club où on se fait des blagues no-code. Et comment on fait pour se rencontrer? Est-ce que ça passe par l'outil Meetup ou Il y a un canal dans le Slack qui s'appelle No Code Nantes. Et comment on fait pour accéder au Slack? Et il y a un site web No-Code Donc Nantes. c'est libre aussi. Ouais, voilà. Vous allez sur nocodenantes.fr et vous pourrez vous cliquer en haut, rejoindre la communauté et voilà. C'est ça, voilà. Soit participer à des événements, puisque vous avez un petit agenda qui démarre, on démarre tellement. Mais, ou alors rejoindre la bande de fous furieux qui se rencontrent. Je prends beaucoup d'apéros. Alors, écoutez, je vois pas l'écran, je vais déplacer un petit peu. Est-ce que tu peux mettre peut-être un peu plus grand, ouais. Alors, comment je peux faire ça? 3 petits points plus en haut. Attends, parce qu'avec mes lunettes là. En haut à droite, là, plus. Oui, zoom. Ouais, c'est un peu mieux. De toute façon, on va balayer tous les côtés de l'écran. Alors moi, je voulais vous présenter Airtable aujourd'hui et je voulais vous présenter un outil métier qui est axé donc sur le recrutement, réalisé entièrement avec Airtable. C'est-à-dire que, Aymeric vous l'a expliqué, on peut connecter tout à fait Airtable à d'autres outils pour faire des applications. Par exemple, le système de recrutement pourrait être envoyé sur Soft pour faire une application tracking system pour suivre les candidatures aux différentes offres d'emploi. Mais là, je suis restée simple et j'ai tout fait en interne sur l'outil. Alors, déjà, qu'est-ce que ça vous... Peut-être je vous dis un petit mot sur Airtable. Est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs? Si vous pouvez lever la main. Ok. 3, 4. Ok, alors je vais expliquer dans les grandes lignes ce qu'est Airtable. Pour les non-initiés, on dit souvent que c'est un Excel sous stéroïdes. C'est-à-dire que ça vous permet de gérer les données, mais ça va vous permettre aussi de les collecter, de mieux les analyser, de les visualiser, de les partager et de les connecter avec d'autres outils. Donc, Excel est un outil qui est extrêmement géré pour les bases de données, mais en fait, c'est pas son utilité d'origine et c'est un peu dévoyé. C'est un outil très puissant mais qui propose pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente quand on arrive sur l'outil, puisque là j'avais préparé un petit peu déjà des onglets. Alors quand vous créez une nouvelle table, alors en l'occurrence moi je vous propose une alternative qui s'appelle Airtable et donc qui peut faire de la gestion de bases de données relationnelles. C'est-à-dire que vous retrouvez un système d'onglets et les informations de ces différents onglets, qu'on appelle des tables, peuvent être reliées entre elles. C'est possible aussi avec Excel, vous pouvez faire de la liaison entre onglets. Par expérience, ça ne marche pas très bien. Si vous supprimez l'information sur un des onglets, ça va vous décaler les informations sur un autre onglet. Donc, c'est pas terrible. Là, Airtable est fait pour ça, pour faire du relationnel. Alors, dans notre cas concret du recrutement, c'est un cas que j'ai mis en place de façon concrète et qui fonctionne actuellement dans une entreprise. Les points de friction, c'était déjà au départ pour la rédaction des offres d'emploi. C'est-à-dire que dans le contexte que je vous expose, imaginez une PME d'une vingtaine de salariés avec une équipe administrative très réduite, pas de personnes dédiées au RH, et des besoins en recrutement très forts parce que l'entreprise était en forte croissance dans son activité. C'est le dirigeant de l'entreprise qui gérait la création d'une offre d'emploi sur un document Word. Ensuite, qui, quand il le pouvait, allait publier ce document Word sur son site web, sa page recrutement, donc un point doc. Et puis derrière, qui gérait comme il pouvait les candidatures via mail dans sa boîte mail déjà surchargée. Donc, c'était pas très efficient. Ici, je lui ai proposé un système où il peut créer ses offres d'emploi et les gérer à partir d'ici. Alors, Airtable, c'est vrai que si vous ne connaissez pas, il faut que je vous explique la facilité de visualiser l'information. Vous avez différents types de vues possibles. Au départ, quand vous créez votre nouvelle table, vous avez un format grid, c'est-à-dire un format en ligne qui peut ressembler à un Excel. Derrière, cette même information peut être vue de façon différente.
Je vais vous montrer des exemples. Déjà, à partir de ce que vous avez ici, les champs que vous avez créés, eh bien, vous pouvez en un clic créer un formulaire. Voilà. Là, Airtable me propose un formulaire avec tous les champs qui composent ma base, ma table. Alors, en quelques mouvements, je peux supprimer les informations qui ne seraient pas utiles pour construire mon formulaire. Je peux rendre les informations obligatoires. Je peux faire différents types d'affichage. C'est pas un Typeform, clairement, parce que vous ne pouvez pas avoir un outil aussi perfectionné, mais ça peut faire l'affaire, notamment dans le cadre d'un recrutement. Par exemple, je vous montre formulaire de candidature, voilà, que j'ai fabriqué comme ça ici. Je peux avoir un petit visuel en haut, un logo, un petit peu d'explication, un champ texte, etc. Je peux personnaliser mon bouton si je suis dans une version pro et puis mettre un message de remerciement. Et vous pouvez aussi rajouter des paramètres dans l'URL pour pré-remplir certains champs en version avancée. C'est ça, du pré-fill form. C'est très pratique parce que vous pouvez adresser bien sûr à quelqu'un un formulaire avec des... Donc, je vous ai montré comment faire un formulaire. Vous pouvez avoir un affichage intéressant aussi qui est en format galerie. Donc ici, on a l'affichage de nos données que vous retrouvez, ce sont les mêmes que vous retrouvez ici dans notre format grid. Mais ici, on va l'avoir sous un format de carte. Donc tout est customisable. Si j'avais un visuel, je pourrais l'afficher. En l'occurrence, j'en ai pas. Je peux enlever. Imaginez un trombinoscope, par exemple. Ça, c'est pour un format carte, c'est très pratique. Un trombinoscope ou même votre CRM avec le logo de l'entreprise qui convient. Et derrière, tout est paramétrable. Je peux afficher toutes les informations qui sont dans ma base à loisir. Voilà. Et je peux filtrer. C'est très puissant pour les filtres. Je fais encore un parallèle avec Excel. Mais sur Excel, vous faites un filtre. Si votre document est partagé avec un collègue et que vous n'avez pas enlevé vos filtres, celui qui passe derrière aura un document avec une information qui est tronquée et puis peut-être vous ne vous en rendrez pas compte à chaque fois. Ici, on peut créer des vues qui sont propres à chaque collaborateur suivant son besoin spécifique d'un champ ou plusieurs champs, bien sûr. Et on va avoir la vue Valérie parce qu'elle a besoin d'avoir une information précise sur les niveaux de salaire des offres. Bon, mon exemple n'est peut-être pas très approprié, mais avec ces systèmes de filtres, de tri, d'affichage coloré aussi, on peut faire un système où on va colorer l'information. Alors, statut de l'offre. Ici, vous voyez, je viens de colorer l'information parce que j'ai demandé à ce que quand le poste est ouvert, la couleur s'affiche. Vous voyez, si je change et que je mets le poste fermé, ici j'ai un affichage tout de suite qui me montre que l'information est différente. On peut faire des groupes, ça c'est très pratique. Imaginons que je fasse des groupes sur eh bien, le type de contrat. Ici j'avais créé trois offres fictives, une en CDI, une en CDD, une en stage. Et bien sûr, je vais dupliquer celle-ci. Voilà, j'ai mon groupe qui reste en fonction de mon paramètre. Alors c'est n'importe quel paramètre de tous vos champs, hein, bien sûr. Donc vous voyez, si vous combinez les filtres, les groupes, les affichages colorés, vous pouvez déjà créer pour chacun de vos collaborateurs suivant leurs besoins un outil qui va être presque sur mesure. Donc dans les différents formats, vous en avez un qui est intéressant également, qui est celui du Kanban. Vous connaissez certainement Trello. Eh bien, vous pouvez créer votre Trello directement dans votre base de données. Vous voyez, ici, j'ai choisi de le faire suivant le statut de l'offre, poste ouvert, fermé, etc. Et ensuite, je peux, tout comme Trello, alors, je mal fait mon truc, tout comme Trello, vous pouvez déplacer l'information et lui changer son statut. Et ici, le statut dans toutes les autres vues, dans le reste de votre base de données, l'information modifiée est répercutée. Vous avez également du timeline qui permet de faire la gestion de projet. Alors je ne sais pas si j'ai qu'un champ date, ça ne va pas donner grand chose. Mais voilà, vous pouvez vous représenter dans
Dans le cadre d'une gestion de projet avec un suivi calendrier, c'est tout à fait possible. Vous avez Gantt aussi pour la gestion de projet plus poussée. Bon, là je ne veux rien vous afficher parce que je n'ai pas de données qui correspondent à cette utilisation. Pour de l'offre d'emploi, ça n'aurait pas de sens. Et puis qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, une version calendrier agenda aussi. Hop. Voilà, avec différents affichages. C'est assez facile, la navigation est assez facile. Voilà, en semaine, hop, en mois. Voilà pour les différentes vues. Donc dans le cas de notre exemple, eh bien, notre chef du personnel ou bien le dirigeant peut créer son offre d'emploi ici. Alors là, hop, je viens de créer un nouveau record. Ça me met automatiquement que je suis sur la rédaction d'une offre. Je précise ce statut automatiquement parce que derrière, je vais publier ces offres d'emploi sur un site internet. Donc il faut bien que je qualifie tout de suite que mon offre n'est pas publiable, qu'elle est en cours de rédaction. Donc ici, je peux choisir un poste qui existe déjà, ou bien très facilement créer un nouveau poste, je ne sais pas, moi, de comptable. Voilà, et là, je viens de créer un nouveau poste en quelques secondes. Je crée avec vous une offre, type de contrat, je ne sais pas, un CDD, un cadre. Je ne vais pas remplir tous les champs, vous avez compris l'idée. Et derrière, hop, imaginons que j'ai rempli tout ce qu'il fallait, hop, je lance mon poste. Il se retrouve eh bien, dans ma liste, mon commercial ici a été ajouté, mon comptable, pardon, a été ajouté. Et je n'ai fait qu'un tiers de ce que je voulais vous montrer. Peut-être on peut prendre des questions par rapport à ce que tu avais à proposer. Eh ben, écoutez, allons-y si vous voulez. On va faire comme ça. Je vous montre peut-être rapidement, je m'étale pas plus sur l'offre d'emploi, juste vous dire, on peut derrière publier, on peut mettre un embed en fait sur son WordPress par exemple. En français, embed, c'est quoi? Encapsulage? C'est embarqué, voilà, embarqué. Ouais. Vous allez, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, en quelques clics, je récupère mon code que je vais mettre sur mon site WordPress et je vais embarquer cet affichage. Voilà, une petite fenêtre comme ça qui est réglable en largeur, en hauteur. Et je vais afficher directement mes offres d'emploi. Pour mon chef d'entreprise qui n'avait pas le temps, lui, d'aller mettre forcément son WordPress à jour, là, en un clic, il a la publication de ses offres. Et donc c'est le même principe pour le formulaire, j'imagine. Alors, le formulaire également. Alors, au départ, j'avais fait un embed comme ça des offres et en dessous un embed du formulaire. J'ai simplifié la chose en intégrant directement un bouton de candidature dans l'offre. D'accord. Et si je l'ai paramétré, alors il n'est pas paramétré jusqu'au bout, mais ici en cliquant sur le bouton dans l'offre, le candidat aurait déjà le poste qu'il a choisi affiché. Il n'aurait pas à venir chercher ici le poste. Voilà, donc ensuite il remplit ce formulaire. Mais là, juste ce formulaire, là, du coup, il est hébergé, il est dans le CMS WordPress ou il est dans Airtable. Il est dans Airtable. C'est simplement une autre forme. Alors, en tout cas, pour l'utilisateur, c'est pas, il va pas. Oui, alors après, vous avez une mise en forme qui est assez simpliste, qui est celle que je vous ai montrée et qui est très peu paramétrable. Mais ça fait le boulot. Par rapport à un point doc que vous aviez auparavant, que vous mettiez quand vous aviez le temps de le mettre et mettre à jour, c'est-à-dire enlever les annonces qui ne sont plus ouvertes, et ben voilà, vous avez quand même gagné un certain temps. Je passe maintenant à la candidature. Donc quand une personne va remplir son formulaire, eh bien, les candidatures arrivent dans notre base de candidatures, c'est logique. Et là se met en place tout un système de workflow, parce que ce que je ne vous ai pas encore dit par rapport à Airtable, c'est que vous avez tout un système d'automatisation. On a parlé tout à l'heure de Zapier.
d'Integromat qui s'appelle maintenant MEC, qui sont des outils qui vous permettent de vous connecter à d'autres outils. Vous avez aussi cette possibilité qui est offerte à l'intérieur même d'Airtable. Donc je peux dire par exemple quand il se passe quelque chose, quand un nouveau formulaire entre dans ma base de données, eh bien il va y avoir une notification dans Slack au collaborateur RH, il va y avoir un mail d'accusé de réception qui va partir au candidat, un mail à Jean-Paul pour qu'il fasse des actions. Enfin vous avez compris le système du workflow, des automatisations pour mettre à jour d'autres cases. Enfin voilà, vous avez beaucoup de choses possibles à faire directement dans Airtable. Il y a autre chose d'intéressant dans Airtable, ce sont les applications. Encore une fois, pas forcément besoin de passer par un outil tiers. Par exemple ici, j'ai fait un petit, comment ça s'appelle, une notification. Quand une nouvelle candidature nous parvient, et bien ici vous allez avoir un petit gling avec des confettis pour annoncer que quelque chose est arrivé. Vous avez la possibilité de visualiser, là j'ai pas trié, mais des offres précises. Imaginons que je veuille l'offre du commercial parce que c'est très urgent, elle va apparaître ici. Je peux créer un A4, un one page ici directement. Imaginons qu'il y a encore des personnes qui souhaitent faire des PDF pour l'offre d'emploi. Et bien à partir d'ici, je peux créer l'offre d'emploi. Je vais récupérer les différents champs qui se trouvent dans ma base et je vais mettre en descriptif du poste, etc. Là encore, je vais passer très vite, hein, j'ai débordé. Mais imaginez, vous pouvez mettre de la couleur, du visuel, changer de police, etc. Et vous allez produire comme ça très rapidement un format PDF. Vous n'aurez pas à le faire à chaque fois. Vous avez votre trame annonce et puis derrière, regardez, si je balaye, j'ai tous mes postes qui viennent se compléter ici. Voilà. Ensuite, des applications. Il y a la possibilité aussi d'avoir des statistiques. Vous pouvez vous créer un petit tableau de bord rapidement. Alors, je vais le mettre en grand. Voilà. Alors, je ne l'ai pas paramétré jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez avoir bien des compteurs, des charts sous divers formats, comme vous pourriez les trouver aussi sur Excel. Oui. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question sur Je prends une Airtable question, ok. Par rapport à tout ce qu'on vous a montré, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ou des questions par rapport à votre quotidien? Oui, merci. Est-ce qu'il peut y avoir des connexions externes justement de ce outil vers par exemple un Magento ou un ERP, etc. Donc la question c'est l'interopérabilité, comment ça se passe Alors, alors, soit vous passez par des applications qui sont déjà dans Airtable, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc ici vous avez toute une banque d'applications et de scripts aussi, parce que Airtable se définit non pas comme un outil no-code mais low-code. Hein, il y a une partie possible avec des scripts et du code. Donc soit vous allez chercher déjà des applications qui existent, soit dans les automatisations, hop, vous allez pouvoir vous connecter avec qu'est-ce qu'on a. En fait, surtout, vous avez une API en fait. Une oui. API. Ouais, attends, je vais y venir. Donc vous avez déjà, vous pouvez connecter à Slack, à Teams, Gmail, Outlook, Salesforce déjà en natif, vous pouvez faire des automatisations comme ça. Et puis derrière, avec des outils comme Make ou Zapier, vous allez pouvoir connecter à d'autres outils. Et puis, il y a aussi les API. Par exemple, Payfit produit son API pour des partenaires. Avec cette clé API qui est un code qui permet de connecter deux outils, vous allez pouvoir récupérer des informations, par exemple sur les congés posés par les salariés, sur le télétravail, pour derrière en sortir des statistiques. Ce que vous ne pouvez pas faire de façon très développée dans l'outil lui-même, faire un export des données PFIT. Je suis désolée si vous avez cet outil, c'est très, très bien, mais au niveau de la récupération des données, c'est encore un peu trop fermé. Mais en tout cas, ça évolue très vite. Donc voilà pour la réponse aux connexions à d'autres outils. Il y a des templates. Est-ce qu'il y a
Tu connais une page peut-être, Émeric, où il va y avoir le catalogue? Non, mais je pense que dans Voilà. votre cas particulier... Parce qu'on ne se voit pas. Ah oui, pardon. Dans votre cas particulier, en fait, vous avez un acteur à Nantes qui est en train de développer des plugins pour que dans des Magento et tout ça puisse s'intégrer directement, notamment Airtable. Le site de la cantine de Nantes a été développé avec une base Airtable comme base de données derrière. Donc, et derrière, c'est parce que exactement le même système qu'avait montré Céline. Et donc du coup, alors sur Magento, je ne sais pas s'il y a encore, il y a déjà des plugins, mais ça va être le cas en fait. Et si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner son contact parce qu'il travaille de façon accrue sur le sujet. Il y avait beaucoup à dire, un quart d'heure, non, c'est 15 jours qu'il faut. C'est un sprint. Alors voilà, moi ce que je voulais vous dire déjà, c'est vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble Airtable, toucher un petit peu du doigt les choses qu'on peut faire, la façon dont on peut visualiser les données, c'est très important, les outils qu'on peut plugger. Voilà, donc j'espère vous avoir montré un petit peu tout ça en tout cas. Merci Céline. Merci. On poursuit, je vous montre juste quelques exemples de cas. On va pas rentrer dans de la démo, mais juste pour pouvoir alimenter un peu le champ des possibles. Soit de supermarché, et il a recruté du personnel, et donc du coup il pouvait plus déchirer son papier pour pouvoir filer le même suivi à tout le monde. Donc du coup on lui a créé une application. L'idée c'est que son application elle a deux faces, une face d'un côté où il peut faire son outil suivi. Donc quand vous cliquez sur la petite icône, on voit la ruche, et après c'est vraiment un outil de suivi, donc vraiment un outil métier où on va pouvoir voir les différentes actions qui ont été menées. Par exemple, alors j'y connais rien au miel, hein, enfin à toute cette partie là, mais par exemple intégration de la reine, enfumage et tout ça. On intègre les photos aussi, comme ça il y a un suivi qui se fait de façon très précise, et ça c'est fait par les différents opérateurs dans l'entreprise, et le patron peut suivre vraiment où est-ce qu'il en est, et s'il y a un client qui appelle, hop, lui il se connecte à l'outil, il voit direct. De l'autre côté, en fait, on a voulu essayer de favoriser le circuit court, donc le personnel des magasins des supermarchés a voulait avoir accès pour acheter les pots de miel qui étaient sur le toit des supermarchés. Donc du coup, on leur a permis de pouvoir acheter directement via cette interface. Donc c'est la même application, c'est juste qu'en fonction des droits, vous êtes un visiteur, vous accédez directement à cette interface-là, vous vous loguez. Si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez pas vous loguer. Si vous êtes administrateur, vous pouvez avoir accès à l'outil métier. Autre cas d'usage, là c'est un partenariat qu'on a fait avec la Fédération Française d'Échecs pour un événement qui avait lieu au niveau national. Le secteur d'événementiel ou les événements, ils ont besoin de beaucoup de réactivité, ils ont des outils métiers, ils ont des feuilles, beaucoup de fichiers Excel du coup, beaucoup de fichiers Excel à l'origine pour la gestion des événements. Je vous montrerai un exemple juste après aussi. Et en fait là on s'est branché sur un fichier Google Sheet, et on a été récupérer de la donnée via des scripts sur différents sites internet, donc pour toute la partie contenu qui était générée autour de l'événement d'échecs, et puis tous les classements étaient aussi mis en temps réel à jour dans l'application. Donc là on a eu beaucoup de connexions, parce qu'on a eu sur une semaine on a eu plus de 800 000 connexions, donc pour vous dire voilà, il y a une montée en charge qui est vraiment possible. On avait intégré aussi du live Twitch, il y avait un commentateur qui était là en direct et qui faisait des live Twitch pour expliquer les tournois. Voilà, et on a un deuxième... Bon, on le reverra peut-être après. J'ai un deuxième cas sur l'événementiel que je vous montrerai juste après. Là, on est dans le cas d'une PME industrielle qui fait des glissières en bois comme ça. Derrière ces glissières en bois, il y a des bouts de ferraille. Ces bouts de ferraille, ils sont commandés en Chine, et d'ailleurs, quand ils arrivent dans l'entreprise, il y a un opérateur qui doit les vérifier. Le problème, c'est qu'avant c'était fait sur papier, donc la personne elle allait au bureau, elle faisait 400 mètres d'un côté, 400 mètres de l'autre pour aller chercher la feuille de papier, donc pas très, déjà on perd beaucoup de temps. Et après, les opérateurs ils avaient des tendances à tricher pour pouvoir faire passer pour faire passer tout en validé. Et donc du coup là, ce qui va se passer, c'est que on fait redescendre les commandes faites par les acheteurs. Une fois que ça arrive, en fonction du nombre de quantités, on leur dit bah voilà, il y a tant de points de contrôle à vérifier. Donc là on lui dit il vous reste un point de contrôle. Et après, une fois que le point de contrôle qu'on a fait ajouter un point de contrôle, en fait on va pouvoir faire le contrôle. Et le contrôle, la personne elle va savoir en temps réel s'il est bon ou il est pas bon. Et à la fin, s'il est pas bon, il est envoyé à une personne particulière, notamment l'acheteur pour lui dire qu'il a mal fait son boulot. Voilà. Là, on est plus sur un acteur territorial qui s'appelle Ville au Carré. Juste sur l'exemple précédent, c'est le gros avantage par rapport au système papier, les gains réels côté entreprise. Le gain, c'est qu'il n'y a plus d'erreurs.
Eux, ça leur a aussi, ils ont fait un gros travail, on les a accompagnés dans leur travail de comme c'est des chiffres, avant c'était un peu du doigt mouillé sur certaines choses, et il y avait des choses qui n'étaient pas complètement précises. Aujourd'hui, en fait, c'est super précis, les marges d'erreur, elles sont vraiment cadrées, et si le produit il passe pas, il passe vraiment pas, et ils ont aussi des arguments, donc il y a une historisation aussi qui se fait, une traçabilité qui est beaucoup plus forte là-dessus, et il y a des mails en fait en automatique qui sont envoyés aussi aux personnes concernées en fonction des résultats. Et un rapport qui est historisé, alors eux ils veulent encore l'imprimer, donc il y a un rapport qui est historisé sous forme de papier. Là on est sur un outil interne pareil, dans le cadre d'un acteur territorial qui fait beaucoup d'événements et qui doit faire la gestion des invités, la gestion de ces événements, la gestion de ses invités. Donc c'est comme si on était un jour comme aujourd'hui, que Laval Mayenne Technopole avait cet outil, et que en arrivant on disait voilà, moi je suis monsieur Émeric de Motion, et on me validait directement dans cet outil. Donc c'est vraiment un outil métier pour pouvoir faciliter. Et en fait on a un dernier produit qui Glide a beaucoup évolué ces derniers temps, et aujourd'hui on peut faire des interfaces pour faire des outils métiers plus desktop. Là on est dans le cadre d'une personne qui met du hardware, donc des ordinateurs, des tablettes dans des établissements scolaires. Et en fait, ils géraient tout par des fichiers Excel. Et aujourd'hui, en fait, on s'est branché directement sur le fichier Excel pour pouvoir leur créer une interface. Parce que au début, il y a un accompagnement au changement. Donc on dit que le fichier Excel ne disparaît pas complètement. Bon, à la fin, ils n'ont plus du tout accès parce que ça évite qu'ils cassent les bases de données. Et ils utilisent que leur outil parce qu'il est beaucoup plus fonctionnel. Et donc là, ça permet de pouvoir faire tout le suivi de la propagation des différentes tablettes, savoir quels sont les codes Wi-Fi. Enfin, il y a pas mal d'informations qui passent par cet outil-là. L'avantage, c'est qu'ils peuvent tout utiliser sur desktop, et il y a une interface mobile qui est aussi très user-friendly et qui permet de pouvoir être utile en mobilité quand ils sont sur place avec les clients. Et j'ai pas mon dernier cas, c'est pas grave. Le dernier cas, c'est on a été partenaire de l'événement Shtink, un événement autour de la créativité qui a lieu à Nantes au niveau de la ville. Et en fait, on a créé une application qui permet de pouvoir localiser les différents événements dans la ville, de pouvoir lancer l'itinéraire en fonction de là où on est, et de pouvoir suivre le programme, les intervenants, tout ce genre de choses. Donc, et en fait, ce qui est le gros avantage là-dedans, c'est qu'on flash le QR code et on a directement l'information, ou via les réseaux sociaux. C'est un accès direct, il n'y a pas besoin de passer par l'App Store. Si vous voulez, on joue un peu. Du coup, je vais... Hop. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Donc là, vous allez avoir une première question qui va apparaître. Il y a une toute petite latence le temps que le Wi-Fi se refasse descendre chez vous, surtout si votre réseau est un petit peu plus lent. Donc ça, c'est une application qui a été développée sur Glide sous le même principe. J'ai une base de données qui est derrière, alors pour le coup là qui n'est pas sur du Google Sheet ni sur du Airtable, elle est directement dans l'outil, et là en fait j'ai un droit administrateur moi, donc avec mon téléphone j'ai la télécommande, et ce que je vois en fait c'est que donc, du coup là vous êtes normalement ceux qui ont pu se connecter, vous arrivez sur une interface avec une question: en quelle année a été fondé Bubble, l'un des outils no-code majeurs? Je suis en ligne. Moi aussi, j'ai pas internet. Ah, ouais, c'est un compte gratuit. Il y a quelqu'un qui a répondu là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est peut-être que si vous avez peu de réseau, en fait, comme c'est une progressive web app, il y a la version hors connexion qui se met en place. Bon, du coup là j'ai plus de réponses, j'ai 9 réponses. Du coup, l'outil Bubble, c'est un outil qui a été créé en 2012. Donc pour vous dire, là l'idée c'est de pouvoir faire prendre conscience que le no-code en fait c'est pas tout récent. On a parlé d'Elementor qui est là aussi depuis pas mal d'années, mais du coup ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en place. La technologie elle a vraiment évolué, on est sur des frameworks qui sont vraiment viables aujourd'hui, et on peut vraiment avoir des choses qui sont fonctionnelles. Normalement vous avez, alors je vois que les stats arrivent. Combien de membres y a-t-il dans la communauté no-code en France? Alors nous sommes sur... oh là là, ça... Bon, vous êtes en train de répondre, donc du coup on est 7000 membres, donc vous voyez il y a vraiment la consistance de pouvoir se faire aider s'il y a besoin. Vous avez des experts dans chaque canal, donc vraiment n'hésitez pas à aller sur cette interface si vous avez besoin, parce que vous pourrez trouver de l'aide, et puis découvrir de nouveaux outils, voilà, si vous avez besoin. Nouvelle question, le no-code est-il viable pour une utilisation professionnelle? C'est ça qu'il y a une grosse question autour de ça. Parce qu'en fait aujourd'hui voilà, il y a pas mal de personnes qui disent que ce n'est pas le cas.
Voilà, nous, nos clients le prouvent. Céline, toi, tu l'as vécu au sein d'une entreprise aussi, pas en tant qu'agence, mais vraiment en tant que productrice. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, le no-code est en train de révolutionner. Tout ce que la DSI n'avait pas le temps de faire, aujourd'hui, on peut y répondre. Après, il faut vraiment spécifier les projets, et l'enjeu aussi, c'est spécifier quel outil on met en face du besoin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que des entreprises classiques et des équipes de développeurs no-code Céline, je te laisse répondre. Elle est pour toi, celle-là. Oui, elle est pour moi. Alors c'est encore rare, des postes de no-codeurs internes hors agence, bien sûr. C'est-à-dire on est des no-codeurs qui vont travailler pour les collaborateurs de l'entreprise. C'est ce que je vais faire à partir de juillet. Je rejoins, je pense, une des plus grosses équipes no-code internes françaises, dans une boîte française qui se développe très très bien. Donc oui, ça existe, c'est possible, mais c'est encore rare. C'est encore rare, mais vraiment, enfin, je pense que comme on mettait aujourd'hui sur notre CV qu'on fait du Excel et tout ce genre de choses, je pense que demain, en fait, la pratique basique de Airtable sera un prérequis. Après, il y aura toujours besoin d'experts. Oui, alors actuellement, c'est un plus sur le CV de maîtriser Airtable, et encore plus avec Make, c'est encore mieux. Mais dans quelques années et très vite, ça va être impératif de savoir gérer une base de données relationnelle, notamment Airtable. Ça, j'en suis convaincue. Si on peut faire un parallèle, donc moi j'ai 42 ans, donc je suis sorti d'études dans les années 90, on me disait c'est important de parler une langue, l'anglais, et là maintenant c'est plutôt d'apprendre à coder. Et voilà, et vu que c'est quand même assez exigeant le code classique, il y a d'autres façons de pouvoir créer, et là on voit que ça devient aussi un atout voilà, de plus en plus dans les prochaines années. Oui, je ne sais pas si c'est une question de ton quiz, est-ce que vous savez combien de pourcentage de gens savent développer? Non, c'est pas une question. C'est pas 2%, Combien tu dis? 2%, c'est 0,3. Ouais, 0,3. Ouais. Ouais. Ah oui. Et les donc il y a de la marge. Sont croissants. C'est ça. Ouais. Je comprends pas la question. Ça les gens qui savent coder, les gens qui sont en capacité. Les gens au niveau mondial, combien de personnes sont en capacité de pouvoir coder et dire qu'on a des compétences de développement et qui sont par rapport à la population. Par rapport à la population mondiale. En fait, c'est l'équivalent, c'est 0,3%. Oui. Donc c'est vraiment anecdotique, mais par contre le besoin il est gigantesque. Donc de plus en plus. Tous les Français parlent anglais couramment. Bien entendu. Question suivante, est-il possible de gérer plusieurs millions de lignes de base de données grâce au no-code? Donc voilà, c'est une de grandes questions. Ah oui. C'est une grande question en fait, en fonction des outils, il y a des outils qui sont plus limités. Airtable va avoir 50 000 lignes de base de données qui vont être pouvoir en natif. Après, il y a des plans pro qui permettent de pouvoir dépasser cette limite, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais. Ouais, voilà, mais qui ont un coût, mais après. C'est limité à 50 000 lignes. Ouais. Ça dépend par table. Il n'y a pas de limite de champ, mais effectivement, Juste pour l'animation du quiz dans l'événementiel, c'est bien de dire ce que a répondu la salle. Est-ce que tu as l'information ou Là, oui, je vais la donner. Ah oui, d'accord. Je vais la donner. Et donc oui, je l'ai pas fait personnellement. Bah pas à chaque fois, je pense, non. Ah bon? Ah bah je vous ai pas donné. Bah je vais vous redire. Donc du coup, il y avait 7000 personnes inscrites. C'était quoi la première? Je vais revenir directement. L'année de Bubble. Alors la Bubble, ouais, l'année de Bubble. Le no-code est-il viable dans une utilisation professionnelle? Bon, on l'a vu. Le nombre de lignes, des millions de lignes dans une base de données, oui c'est possible, mais ça dépend vraiment de l'outil. C'est là où c'est vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir spécifier. Qu'est-ce qui a répondu le public? Ah oui, et le public a répondu. Et vous avez les stats normalement? Mais moi j'ai pas l'internet. Ah oui, pardon. Bah du coup, je pense aussi à la communauté web. Et du coup, voilà, vous avez dit oui. Alors je suis pas en pourcentage. J'ai 13 personnes qui ont répondu oui et une personne qui a répondu non sur les millions de bases de données. Millions de lignes de bases de données. Je vais y arriver. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur les limites, les côtés négatifs. Peut-être parce qu'on est. Non mais en fait, il y a des limites comme partout, même sur des projets tech normaux, il y a des limites. Ce qu'il faut juste, c'est et c'est un peu l'expertise aussi de personnes comme toi, de personnes comme les agences, c'est d'avoir une bonne connaissance de ces limites-là pour pouvoir orienter vers les bons projets, vers les bons outils pour répondre à des projets. Et après, excusez-moi, on n'a pas parlé prix aussi, tous les abonnements, etc. Alors ça dépend, on a parlé un tout petit peu au début, je vous ai donné un ordre d'idée. Pour un projet par exemple, c'est-à-dire que vous
facturez votre prestation et après c'est un abonnement pour le client qui paye. Alors nous dans notre cas on fait un développement initial, donc il y a un setup et ensuite on fait un système d'abonnement donc qui comprend les abonnements de tous les outils, parce qu'en général on n'utilise jamais un outil, on a du Make ça. Et en fait, dans cet abonnement-là, nous on intègre de l'évolution, parce qu'on a vu qu'il y avait un cycle itératif qui pouvait être très rapide. Et donc du coup, si on facturait, on disait bon voilà, ça ne nous concerne plus, c'est pas du tout l'état d'esprit du no-code, c'est qu'on teste et on fait évoluer rapidement. Donc du coup, nous on permet à nos clients de pouvoir faire de l'évolution assez rapidement. Et puis après, il y a ce qu'on appelle de la maintenance applicative, donc vérifier que les workflows fonctionnent directement. Donc nous on a des dashboards, on reçoit tout le temps des alertes s'il y a des problèmes. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, un grain de sable qui vient de se mettre dans un workflow et ça saute. Et comme ça, quand nous on le reçoit, en fait on le répare s'il y a besoin de le réparer, ou on explique au client ce qui se passe et on anticipe en fait ce genre de choses. Mais voilà, c'est sous forme d'abonnement, enfin il y a une partie abonnement quand même. Okay. Parce que comme ça aussi, ça me permet de s'assurer de la satisfaction client. Parce qu'autrement la personne peut comprendre, dire ah bah tiens ça marche plus là, pourquoi ? Il y a souvent une raison cohérente derrière. Sur le pricing, je peux rajouter, vous avez souvent une version gratuite de tous ces outils qui vous permet déjà d'essayer, de voir éventuellement si ça répond à vos besoins. Et après les abonnements sont souples, vous ne vous engagez pas pour 12 ou 24 mois, vous pouvez faire ça mensuellement, vous décidez d'arrêter, c'est très facile. Donc voilà, c'est assez souple de changer de formule ou de passer payant ou gratuit. Et moi je vous conseille, si vous l'utilisez dans une utilisation professionnelle, passez sur les plans payants, parce que y a certains outils qui limitent un petit peu, et au moins vous serez sûr que notamment Make est plus favorable quand on l'utilise en payant, parce que toutes les fonctionnalités sont débloquées. Et excusez-moi, comment choisir, c'est-à-dire vous parlez de Make, mais il y a Zapier Ouais, en fait ça va être par rapport au coût, par exemple d'un point de vue efficacité, enfin utilisation coût, Make est une plateforme qui est un peu moins chère. Et puis par rapport au champ des possibles aussi, Make dès qu'il y a une API on peut s'y connecter. Alors que Zapier, si le module n'existe pas, on ne peut pas se connecter. Voilà. J'ai une question, est-ce qu'il y aurait un outil qui serait un peu tout en un, qui permettrait de s'investir sur un langage, ou un non-langage, enfin comment vous appelez ça, une appli quoi, une fonctionnalité. Et qui pourrait faire beaucoup de choses, par exemple dans l'événementiel ou dans d'autres secteurs d'activité, pour pas s'éparpiller quoi. Je vais faire une réponse un petit peu différente, c'est que en fait il n'y a pas un outil qui est plus particulier à un besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils, là on a vu des outils qui étaient forts pour faire de la création d'applications, de la création de bases de données avec des automatisations derrière. Il y a des outils qui intègrent plusieurs de ces paramètres, plusieurs de ces fonctionnalités. Par exemple Bubble, les automatisations, elles sont directement intégrées, la création de l'interface visuelle, elle est directement intégrée, et la création de la base de données, elle est aussi intégrée. Udo aussi intègre tout ce genre de choses. Udo intègre aussi en natif la création de PDF. Donc voilà, en fonction des outils, mais encore une fois, il faut comprendre, est-ce qu'on a besoin de partir sur un outil qui a déjà 200 fonctionnalités, ou est-ce qu'aujourd'hui le besoin c'est juste de répondre à ça, et à ce moment-là autant aller chercher un outil léger qui va répondre rapidement aux besoins, et ça va pas être une usine à gaz dès le début. Puis c'est l'approche modulaire, c'est de rajouter à chaque fois des briques et d'améliorer votre système en rajoutant la brique de paiement à votre API par exemple. J'ai une petite affirmation, dans le no-code il y a zéro code, vous pensez que c'est vrai ou faux? Du coup, on a 7 noms et 2 oui. Donc, on a plus 3 oui maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le no-code, derrière, c'est du code. Donc heureusement que les développeurs sont là, parce que autrement le no-code n'existerait pas. Toutes ces plateformes, elles sont maintenues par des développeurs. Et la dernière chose, c'est que développeurs et no-codeurs, si on peut, enfin makers, c'est comme ça qu'on appelle les développeurs en no-code, ont déjà vocation à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 80% qui va être développé par des no-codeurs pour aller rendre plus disponibles des équipes tech, et les 20 derniers pourcents, ça va être des choses qui sont très spécifiques, qui sont plus complexes à développer, qui vont être faits par des développeurs et qu'on va aller plugger dans des outils no-code. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'avenir, enfin nous on a une grosse conviction par rapport à ça, c'est qu'on pense que c'est l'avenir du développement. Après,
Il y a aussi une autre façon, c'est qu'on peut imaginer qu'on développe une plateforme de code, on valide l'usage, on valide le marché, et après, l'itération d'après, c'est de développer cette plateforme en code. Mais au moins, on aura validé que tout est fonctionnel et que tout est bien. Dernière question, combien a levé l'entreprise Preio en avril 2022 grâce à un produit 100% de code? Preio, pour vous donner une idée, c'est une sorte de marketplace, un peu à la Airbnb, sauf que vous ne réservez pas une nuit, mais vous achetez une part d'un bien. Donc vous avez votre résidence secondaire à 10%. Et donc du coup, ils ont levé pas mal d'argent, et ils ont levé 13 millions d'euros. Pour information, pour ceux qui n'ont pas la connexion, il y a une personne qui a répondu 2 millions, 3 qui ont répondu 7 millions et deux qui ont répondu 13 millions. Donc voilà, donc ça montre deux choses. La première, ça montre que les investisseurs croient en ces technologies, qu'elles sont robustes pour pouvoir notamment pouvoir lancer un marché. Je peux vous donner comme information complémentaire, les levées de fonds autour de la thématique no-code aux États-Unis, c'est dans le top 3. Donc il y a des garanties derrière. Glide a levé 20 millions d'euros la semaine dernière. Voilà, et puis Airtable a levé 200 millions. Oh bah là, on sait plus où on en est. Tellement, Ouais, on sait plus où on s'en est. Voilà pour le petit quiz. C'est une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards de toute façon. C'est ça. Est-ce que ça a éveillé des nouvelles questions, des choses qu'on n'aurait pas abordées, des interrogations? J'ai une question. Chez Datapix, du coup, c'est quoi le profil des employés? C'est pas des développeurs, du coup? Non, alors j'aurais pu rajouter aujourd'hui. Alors moi, je suis quelqu'un de la communication à l'origine. Je fais parcours traditionnel d'une école de commerce, mais aujourd'hui, je suis développeur. Donc c'est moi qui développe les solutions directement. No code, du coup. Ouais, développeur no code. Oui, le terme va évoluer. Je commence à mettre un peu les mains dans le code. Pour le coup, parce que pour des besoins. Parce qu'en fait, voilà, j'ai besoin de faire du sur-mesure, des petits ajustements. Donc voilà. Aujourd'hui, beaucoup via du CSS. Demain, avec un peu de JavaScript. Pour vous donner d'autres, il y a pas mal de personnes qui sont en reconversion. Il y a une infirmière qui est assez populaire dans le monde du no-code et qui fait notamment de l'évangélisation, de la formation autour du no-code. Et autrement, beaucoup des personnes qui sont dans le design, ce genre de choses. En fait, l'avantage, c'est que la personne qui va pouvoir produire, elle va avoir une multi-casquette. Et donc elle va pouvoir comprendre très rapidement le besoin du client et l'exécuter directement. Avant, c'était vraiment splitté en saucisson. Il y avait beaucoup de déperditions. Moi, quand j'ai commencé à bosser, je bossais dans une agence digitale. J'étais le chef de projet et je faisais le téléphone arabe entre le client, les créas, la tech. C'était assez compliqué. Aujourd'hui, le client il exprime mon produit et c'est fait. Donc, voilà. Ça vous parle ? Le client s'exprime, mon produit, non. Et entre les deux, il y a un sacré boulot quand même. Oui. Il y a un sacré boulot, mais là, en fait, ce que je vous dis, le client s'exprime. Quelquefois, par exemple, sur des phases d'itération, on est capable de pouvoir, pendant la réunion, faire des ajustements directement en temps réel. Ouais. C'est le cas. Hein. En fait, on le fait souvent avec certains clients où on se fait un créneau d'une heure. Et en fait, lui a noté un peu toutes ses besoins, ses évolutions. Et en fait, en une heure, il est reparti avec son produit qui était refait. Mais pour le coup, c'est la partie assez fantastique en fait. Vous voyez comme on a ça dans le sang là. Après, non mais en fait, je l'exprime comme ça. Tout dépend de la fonctionnalité qu'il y a à faire. Si c'est une fonctionnalité qui est simple, voilà. Si c'est juste de l'affichage visuel et rajouter un champ de stockage dans la base de données, là ça va. Si après c'est revoir complètement un workflow, un usage. Là, c'est bien différent. Il faut démonter et remonter. Parce qu'à un moment, vous aviez fait un dessin, on avait l'impression qu'avec du no-code, on pouvait faire une CRM, quoi. Il y avait toutes les briques qui allaient bien. C'est faisable. Du coup, là, c'est ce qu'on est en train de, avec les nouveaux outils. Déjà, Airtable en fait. Donc SAP est mort, alors c'est fou ça. Ils ont chauffé ça. Ah ouais. On peut le présenter comme ça. Mais je pense que, il y a peut-être aussi une évolution des besoins où on a besoin d'être outillé et on est peut-être moins exigeant en termes d'esthétisme ou choses comme ça. Et je pense que là, le no-code, ça va répondre à 98% aux besoins. Alors qu'avant, on était plutôt sur des cycles en V où on faisait des spécifications détaillées. Enfin, ça prenait un temps très long et à la fin, ça correspondait pas forcément aux besoins parce que c'était aussi une autre façon de gérer les projets. C'est aussi une culture, quoi. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on avait une grosse discussion avec tous les experts Glide à travers le monde. Et en fait, la grosse question c'était est-ce que vous passez par un cycle de wireframe
pour pouvoir développer les applis. Alors, en français, merci. Maquette, merci. Merci. Maquette. Voilà, est-ce que vous passez par des maquettes? Et en fait, nous, on est plus rapide. J'ai un besoin de client, j'ai besoin de lui montrer quelque chose. Là, j'ai un client, j'ai un gros client pour lequel je bosse. Je passe pas par une maquette parce qu'en fait, je préfère lui montrer directement quelque chose. Ça me prend autant de temps que faire un PowerPoint ou que de faire des maquettes. Et là, je lui présente et en gros, on va déjà commencer à itérer en disant ok, ça on n'en veut pas, ça on veut. Et en fait, c'est ça qui est super fort. Là où avant, même sur des outils, en fait, les SAP et tout ça, c'est bien, c'est des grosses machines. Mais après, quand vous voulez quelque chose de sur mesure, c'est possible. Mais c'est du temps, c'est du process, c'est beaucoup. Et puis voilà, un expert sur SAP, en TJM, c'est pas donné. Voilà. Donc voilà, ça répond pas à toutes les entreprises. Après, le no-code accompagne aussi des porteurs de projets ou c'est le début de. Ça ne répond pas que à ça, mais oui, c'est super pour les porteurs de projets, c'est une très très belle opportunité. Voilà, tu as 3 gros axes. Tu vas avoir le MVP, la production d'un MVP, le growth, et puis le côté opérationnel, productivité, en créant des outils sur mesure, des outils métiers. Alors peut-être donc le MVP c'est un produit qui puisse fonctionner à minima et growth qu'est-ce que tu veux alors c'est l'acquisition clientèle, lead. Alors je rebondis c'est du web sur... marketing, c'est ouais, ça. c'est du web marketing. Voilà. En bon français, c'est ça. Oui, mais alors on a pas Merci d'avoir. Là, mais le spectre est tellement large aujourd'hui que donc growth c'est utiliser aussi la data derrière. Et notamment la landing page, c'est essentiel. La page d'accueil. Pardon. Et alors, je rebondis sur la langue. En fait, beaucoup de ces outils ne sont disponibles qu'en version anglaise. C'est le cas par exemple pour Airtable, jusque-là en tout cas. Mais le gros avantage que vous avez, c'est que le langage est commun à tous ces outils. Donc c'est-à-dire que... Ah, ça c'est une bonne question. Du coup, vous avez appris un peu, vous avez compris comment fonctionne un outil. Si vous passez sur un autre outil, ça va être quasiment identique. Mais c'est pour ça qu'après vous l'adoptez dans votre langage oral et quotidien. C'est la limite, la limite. Très bien. Pourquoi vous avez choisi Glide et pas Adalo ou Bubble ou... Alors Adalo, parce que c'est un outil qui ne monte pas du tout en charge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, vous pouvez aller voir sur le forum d'Adalo, c'est un peu la catastrophe. C'est un très bel outil, par contre, ils font des super interfaces. Et on a utilisé Glide parce que aujourd'hui, nous, on est quand même souvent spécialisé sur l'outil métier. Et le gros avantage de Glide, c'est que les briques fonctionnelles sont déjà designées visuellement. Et ça nous fait, en fait, il y a un expert, je crois, sur Airtable, je crois, qui disait que c'était quand il devait faire du design poussé, c'était 30% de facturation en plus sur un projet. Et en fait, nous, c'est pas vraiment notre cœur de métier de faire des trucs qui sont avec des designers. Bon, on intègre une personne là, le mois prochain qui est designer, mais plus sur la pensée du workflow de l'utilisateur. Et en fait, c'est là où on est le plus efficace. Aujourd'hui, moi je considère que c'est un des outils où c'est le plus efficace pour prendre quelque chose. Alors, il y a de la base de données là, mais où on a besoin d'avoir un minimum d'interface visuelle, c'est Glide qui est le plus efficace. Et Airtable par rapport à Notion? Juste, Notion intègre aussi des bases de données, intègre aussi tout ça. Alors pour le coup, ça va être un parti pris. Moi, je suis plus à l'aise sur Airtable que j'utilise depuis longtemps. Notion, je commence à m'y intéresser, mais je le vois plus dans le cadre d'un suivi de projet ou d'un événement. C'est comme ça que je l'imagine. Voilà, je suis plus format Airtable. Moi. Et puis Notion, il va avoir du mal si vous avez, je sais pas, 2000 lignes de base de données. Sur Airtable, tout va s'afficher. L'outil est optimisé pour ça. Sur Notion, vous allez avoir, je sais pas, je crois que c'est 25 ou un truc comme ça. Et puis après, il va falloir charger. Donc, oui, les bases de données sont un élément de Notion et Airtable, c'est ça. C'est bien quand les bases de données sont pas trop grandes, je pense. Et puis Airtable, je l'utilise pour faire des automatisations, etc. Ouais, qui est très adapté. Ouais, et Airtable, on peut jamais descendre la base de données sur un serveur privé ou... Non, mais par contre, maintenant il y a de plus en plus de l'open source. Okay. Il y a un outil qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Bezero. Et pour le coup qui est installable en local et qui est très 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 proche de Airtable. Comment tu l'écris Bezero, B-A-S-E-R-O-W. Okay, voilà. Et ça c'est un truc qui est en train de se développer, les outils open source no code. Oui. Donc voilà, il y a sur les automatisations en open source il y a N8N, merci, N8N, qui est un peu plus complexe que du mail pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce côté éventuellement? Et il y a vraiment des outils qui sortent tout le temps, et des nouvelles fonctionnalités dans les outils. Airtable présente des nouveautés tous les mois. Vous avez une newsletter avec plein de nouvelles fonctionnalités. Ils ont 200 millions, donc ils peuvent.